Madame, Monsieur, bonsoir. Système de retraite au Maroc. Au menu de questions d'actu ce soir, c'est le sujet du moment et ce, dans plusieurs pays. En France, par exemple, les organisations syndicales du privé comme du public, mais aussi les partis de gauche appellent à la grève et aux manifestations ce jeudi 19 janvier. Même chez les jeunes Français, l'appel au blocus est lancé dans les lycées. Et c'est bien l'ampleur de ces manifestations dans la rue qui formalisera la contestation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement français. En Turquie, en revanche, on vient de tout simplement supprimer l'âge minimum de la retraite. Il suffira d'avoir accompli 20 à 25 ans de travail enregistré auprès de la sécurité sociale. Qu'en est-il chez nous ? Eh bien, le sujet de la retraite risque de rendre le dialogue social compliqué. Prévu initialement pour le début de ce mois de janvier, les discussions sur la réforme des retraites s'annoncent plutôt intenses. Alors que le gouvernement propose 65 ans comme âge de départ à la retraite, eh bien, l'Union générale des travailleurs, l'UGTM, plaide, elle, pour 63 ans et revendique un système unique qui comprend toutes les caisses de retraite. Encore faut-il que les secteurs privés et publics se mettent d'accord sur les niveaux de cotisation. Mais pourquoi est-ce soudain la course à cette réforme des retraites ? Quel résultat des réformes paramétriques et structurelles des régimes de base gérés par répartition ? Comment fonctionne ce modèle de répartition, justement ? Et dans quelle mesure est-il adapté aux réalités nouvelles sur les plans socio-économiques et surtout démographiques ? Et enfin, quid de la soutenabilité du système de retraite avec cette mise en marche du chantier de généralisation de la protection sociale ? Quels sont les pièges à éviter ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui professeur Khalid Ben Ali, économiste et expert international. Bonsoir professeur Ben Ali et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Marhaba. Et c'est un plaisir renouvelé d'accueillir sur le plateau de questions d'actu l'analyste politique Driss Essaoui. Bonsoir Driss et merci de vous joindre à nous. Merci à vous. Et par Skype depuis Casablanca, professeur Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA. Bonsoir Nabil Adel. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Très, très bien. Alors, gros sujet, celui des retraites. Je vais commencer peut-être avec vous en tant qu'académicien pour nous faire un petit cours sur le fonctionnement du système de retraite au Maroc. Alors, certes, le Maroc s'est engagé depuis déjà quelques années dans un processus de réforme de son système de retraite avec comme objectif, bien sûr, atteindre ou construire un système plutôt cohérent, complémentaire, qui offre la couverture de retraite qui soit surtout soutenable à long terme et ce pour l'ensemble de la population active parce que les chiffres aujourd'hui témoignent vraiment d'un très grand gap entre la population active qui bénéficie de la retraite et la population toujours active qui ne bénéficie pas justement de ce système de retraite. Alors comment fonctionne ce système de retraite au Maroc, Nabil Adel ? Merci pour l'invitation. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gouvernements successifs n'ont pas réformé le système de retraite, ils ont réformé à l'intérieur du système de retraite. Et ça, il y a une grande différence. Donc, globalement, pour faire simple, nous avons deux grands systèmes d'assurance, que ce soit pour la retraite ou même pour les assurances normales. Alors, nous avons un système de répartition. Qu'est-ce que ça veut dire un système de répartition ? C'est-à-dire que tous les assurés mettent de l'argent dans un gros sac. Et celui qui a un sinistre, on prend de ce gros sac et on l'indemnise. En l'occurrence, pour la retraite, quand tout le monde met cet argent dans ce gros sac, ceux qui sortent en retraite en premier vont bénéficier de ce système. Vous avez l'autre système de capitalisation où c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que vous allez cotiser dans une assurance retraite et après tant d'années de cotisation, on va vous rendre votre argent bonifié par les différents revenus de placement qui ont été générés par ces cotisations. Donc, au Maroc, on a opté pour le système par répartition. Alors là, nous sommes sur des choix philosophiques. Est-ce que nous voulons une société solidaire, une société où chacun pour soi ? Donc, ce sont des débats qui ont structuré les régimes de retraite. Et aujourd'hui, au Maroc, on a opté depuis l'indépendance pour un régime par répartition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on part du principe que tout le monde va cotiser dans une caisse et ensuite ceux qui partent à la retraite vont être servis à l'intérieur de cette caisse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je paye pour celui qui sort maintenant à la retraite
Et puis, je dois attendre que quelqu'un vienne cotiser pour moi le jour où je partirai en retraite. Alors, le problème de ce système, c'est qu'il suppose qu'il y ait une stabilité des paramètres. Or, il y a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le taux de cotisation. Combien de mon salaire je vais verser sous forme de cotisation, aussi bien moi que l'employeur. Pendant combien d'années je vais bénéficier de cette retraite, entre le moment où je pars à la retraite et le moment où je décède. Et puis, le niveau de cette retraite, le taux ou bien la somme que je vais toucher. Mais il y a un paramètre de base. Il faut qu'on suppose qu'il y ait une stabilité à l'intérieur de cette grande caisse entre ceux qui cotisent et ceux qui partent à la retraite. Or, avec la transition démographique que le Maroc a fait en un temps record, nous sommes passés d'un équilibre démographique à un grand déséquilibre démographique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de personnes qui partent en retraite que c'était le cas au moment où on a mis en place ce régime de retraite. Et puis, nous avons de moins en moins de personnes qui cotisent du fait du chômage, de l'entrée tardive sur le marché du travail, et puis du rallongement de la durée de vie. Je rappelle que jusqu'à la fin des années 50, nous étions à une espérance de vie de 48 ans. Maintenant, nous passons à 72 ans. Donc, ça met beaucoup de fardeaux financiers sur les régimes de retraite qui devaient cotiser, qui devaient servir des pensions pendant 2-3 ans après la retraite. Maintenant, ils vont se retrouver en train de faire servir des pensions de 10, 15, 20 ans. Et donc ça, les systèmes de cotisation et les primes qui devaient être payés n'ont pas pris en considération cet allongement de la durée de vie et cet entrée tardif dans le marché du travail. Alors justement, nous disposons aujourd'hui de 5 régimes à caractère général, de 5 régimes de retraite à caractère général, 2 caisses internes et des produits de retraite complémentaires proposés par les compagnies d'assurance. C'est juste en complément à ce que vous venez d'expliquer, Nabil Adel. Alors en connaissant les déficits, justement, vous en avez parlé, on a parlé d'un déficit de 15 milliards de dirhams, Khalid Ben Ali, 15 milliards de dirhams par rapport au budget de l'an dernier qu'il fallait couvrir, que l'État a dû débourser pour couvrir le déficit, notamment en ce qui concerne la CMR. Alors, quels sont les points forts du système de retraite marocain actuel avant qu'on parle de ses failles et de ses faiblesses? Donc, je crois, permettez-moi tout d'abord de définir une pension de retraite. Parce qu'une pension de retraite, de manière générale, c'est une allocation servie en vertu de la réglementation du régime de retraite à l'affilié, c'est-à-dire à la personne active, au moment de son départ à la retraite, la limite d'âge, ou en cas d'invalidité ou en cas de décès à ses ayants droit, moyennant bien évidemment le paiement des cotisations salariales et patronales durant toute la durée de carrière. De ce fait, le premier élément et le repère d'analyse, c'est que la pension vient remplacer le salaire. C'est pour cela qu'on parle d'un indicateur très important d'évaluation du pouvoir d'achat, c'est le taux de remplacement. C'est la pension sur le dernier salaire. Alors, généralement, quand on sort à la retraite, la pension elle est soit inférieure au salaire, soit égale, dans le cas de la CMR, auparavant, elle pouvait être égale au dernier salaire. Donc, quand il y a une perte d'achat, du pouvoir d'achat, là, on commence à raisonner économie, parce que quand on parle de pouvoir d'achat, c'est la demande interne. Donc, c'est une philosophie de là. Donc, une opération de retraite ou un système, de manière générale, a un lien avec la démographie, avec le marché d'emploi, avec les finances publiques et avec les placements, les institutions financières. Deuxième élément qu'il faudrait mettre en relief, du point de vue norme internationale, la vieillesse est un risque social. C'est pour cela qu'il est couvert dans le cadre de régimes de base par la collectivité. Troisième élément, l'importance des régimes, je dirais, comment se caractérise le système de retraite marocain. Aujourd'hui, à une époque donnée, le système de retraite marocain était très favorable pour les affiliés de la CMR par rapport à ceux des autres régimes. Parce qu'au niveau de la CMR, on avait la possibilité de sortir avec le dernier salaire. Alors que pour la même durée de service au niveau des régimes collectifs des allocations de retraite où sont affiliés les agents des établissements publics et des collectivités et les temporaires des collectivités locales, les pensions diffèrent, sont un peu inférieures par rapport à celles de la CMR. Au niveau de la CNSS, vous avez maximum 4 200 dirhams par mois. Alors si on revient, on voudrait analyser ça par des chiffres, nous sommes à 2225 de pension moyenne au niveau de la CNSS, 5700 en 2021 pour
le RCR et à peu près 7 000 et quelques pour la fonction publique. De là, on dénote cette différence. Deuxième caractéristique, c'est que le système de retraite marocain s'est constitué dans le temps. Et donc, on a des réglementations différentes, des mécanismes de fonction différents, et on a donc des pensions différentes, alors qu'en principe, selon les droits usuels en termes de droits de l'homme, on a droit à une pension décente. Maintenant, décente, ça dépend de quel niveau, de quel régime où on est situé. Troisième niveau, dans notre système, nous avons un amalgame. Nous avons la CMR qui est gérée en répartition provisionnée depuis 1996. Pourquoi ? Parce qu'en 1996, il y a eu la réorganisation de la CMR. L'État a commencé à payer sa part patronale et on a dégagé des excédents qu'on a placés. Donc, on est passé dans la période avant 1996 où c'était la répartition, c'est-à-dire la répartition. Et là, j'ajouterais que la répartition, c'est quoi ? C'est que les cotisations perçues par le régime, versées par les actifs, et perçues par les régimes pendant une année servent à financer les cotisations des retraités de l'année. Alors, le RCR, qui est ouvert au personnel des établissements publics et des collectivités locales, il est géré mixte. Il y a 2 tiers de capitalisation et 1 tiers de répartition. Alors, quand on parle de capitalisation, j'ajouterais que c'est chacun cotise pour construire sa propre retraite. C'est-à-dire qu'il y a une individualisation des cotisations qui sont inscrites dans un livret individuel. La sécurité sociale fonctionne en répartition à prime échelonnée parce qu'il faut que la réserve de prévoyance reste toujours positive. Alors, troisième élément, après des années, je dirais, qui étaient importantes, est venue depuis fin des années 2000, s'est posée la question des équilibres, de la soutenabilité des équilibres de retraite. Premier élément et indicateur de base, c'est le rapport démographique. C'est les actifs sur le retraité. Combien d'actifs financent le retraité? À une époque, c'était à 2 chiffres. Maintenant, si on prend les chefs de secteur... 7 millions aujourd'hui. Si on prend le chef, c'était de l'ordre de 10 actifs pour un retraité. Ouais. Maintenant, si on prend le chiffre 2021, on est secteur tout confondu, c'est-à-dire les actifs des 3 régimes et des 2 caisses internes. Ouais. Les pensionnés, on est à 3,3. C'est peu pour la répartition, parce qu'il faut une bonne assise démographique. Quand on entend, par exemple, que le système des retraites devrait épuiser ses réserves de 70 milliards à l'horizon 2028, que doit-on comprendre ? Alors, quand on parle de système de retraite, on a des régimes de retraite, et chaque régime de retraite, ou je dirais chaque caisse de retraite est séparée. Quand on entend pour la CMR, elle a un portefeuille donné, c'est-à-dire que dans 2028, le tout sera épuisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Essayons d'expliquer tout ça. Si on prend 2021, le secteur tout confondu, on a 58 milliards de dirhams de cotisation pour 4 millions d'actifs. Alors pour 1,1 million de retraités en 2021, nous avons 68 milliards de cotisations. Donc nous avons un déficit technique d'à peu près 10%, à peu près 10%, parce que ça représente 89%. Ce déficit technique, il est puisé du portefeuille des réserves qui ont été constituées. Quand on commence dans un système de répartition à consommer les réserves, on se dirige face au mur. Il faut éviter ceci. Il faut éviter l'épuisement des réserves. Alors, chaque régime, pour la CNSS, je crois que c'est en 2038, la CMR, c'est en 2028, comme ça. Mais c'est-à-dire que chaque régime, en fonction de son histoire, de son mode de fonctionnement, des paramètres qui caractérisent. Parce que quand vous avez au niveau de la CMR, avant la réforme de 2016, l'assiette, c'était le dernier, l'assiette de liquidation, c'était le dernier salaire perçu. Maintenant, après 2016, on a corrigé. C'était la réforme paramétrique, ce qu'on appelle. Voilà. Qu'est-ce que la réforme paramétrique, justement, puisque nous sommes dans la pédagogie. On ne change pas au fonctionnement global du régime. On touche uniquement les paramètres qui conditionnent le calcul des cotisations et des pensions. Quand on parle âge à la retraite, de départ à la retraite, ce sont là les paramètres où on peut jouer. Quand on parle de vraies formes systémiques, c'est ce qu'on appelle pôle public, pôle privé. On va chambouler tout le système qui est là. Alors, quand on a fait la réforme de 2016, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat ? On est allé du dernier salaire à l'assiette moyenne des 8 dernières années. Généralement, ceux qui ne plafonnent pas ou qui ont 4 années, ils ont été promis les 2 dernières années, par exemple, avant le départ,
ils n'auront pas le dernier, ils auront l'assiette moyenne un peu moins. Donc, on a baissé. On a relevé le taux de cotisation. On a relevé l'âge à la CMR pour 63 ans échelonné. Et on a revu à la baisse les taux d'annuité. Mais malgré tout ça, on n'a pas résolu le problème. On a juste différé le problème parce que le régime des pensions civiles était dans une situation exceptionnelle à laquelle il fallait trouver une solution en attendant la mise en place de la réforme globale du secteur. Notons que la réforme du secteur date de 2004, c'est-à-dire les premières assises de la réforme des retraites, et depuis le temps, à date d'aujourd'hui, la réforme au sens du mot, pour assurer la viabilité à long terme, l'équilibre à long terme, est toujours des hauts et des bas. 3 gouvernements ou 4 se sont succédés. Espérons que celui-là puisse ait le courage d'aller malgré les difficultés et les contraintes. Oui, Khalid Benali. Vous avez parlé de raisonnement économique en tout début de votre argumentaire. Où s'arrête la politique, Sidriss Essaoui, quand on parle de réforme de système de retraite? Très touchy comme sujet quand même pour un gouvernement. Où s'arrête la politique et où commence l'approche économique? On est dans l'approche politique depuis le départ. On ne peut pas parler de cette réforme sans parler de politique, parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a un gouvernement constitué de plusieurs sensibilités. Mais en fait, le gouvernement a une responsabilité, parce qu'il a le ministère des Finances, il a le ministère de l'Emploi, et il est obligé de regarder ce qui se fait. Et c'est lui En fait, c'est une dynamique à 3 dimensions. Vous avez le gouvernement, vous avez les syndicats d'ouvriers et vous avez le patronat. Alors, comment on gère tout ça? On le gère dans le cadre d'équilibre politique bien pensé. Les gouvernements, d'ailleurs, successifs, se sont toujours amusés à engager des réformes sur la base des principes. Nous voulons, c'est-à-dire, vous l'avez cité, on a dit qu'il y a un risque sur l'épuisement des fonds, sur le fait qu'on ne pourra pas servir de retraite, etc. Mais il y a aujourd'hui des données qui ne sont pas toujours disponibles, qui ne sont pas toujours distribuées. Alors quand vous dites données, c'est intéressant, parce qu'il y a eu une commission qui a été chargée justement de faire le diagnostic, qui a travaillé pendant 10 ans, n'est-ce pas? Mais les résultats de cette étude-là qui a été menée n'ont jamais été publiés. C'est ce que pointent justement les syndicats aujourd'hui. Quand la deuxième étude qui a été faite par un bureau privé a été dévoilée donc par la ministre de l'économie et des finances, c'était en octobre dernier, et ils contestent, ils disent qu'est-ce qu'on a fait de l'étude qui a été faite et des résultats de l'étude qui a été faite, menée pendant 10 ans, je le rappelle, ce n'est pas rien. Les syndicats sont bien informés, je vous assure que pour parler des problèmes de la retraite, il n'y a pas mieux que les syndicats. Oui, mais malheureusement, eux le savent. Oui, mais nous qui cotisons ne sommes pas informés. C'est un peu le rôle aussi de cette émission. Mais pourquoi ces données-là ne sont pas accessibles? Les données ne sont pas accessibles pour plusieurs raisons. Pour ce qui est de la retraite, c'est des informations stratégiques, secrètes, dont seuls les initiés peuvent avoir accès. C'est ça le problème. Quand vous dites initiés, il s'agit de quel département? Là, c'est le ministère des Finances, particulièrement une direction à l'intérieur du ministère des Finances qui gère ces affaires sociales, qui gère ces dossiers. Et quand il les gère, au niveau du ministère des Finances, les choses sont simples. Est-ce qu'on a les fonds? On n'a pas les fonds. Visiblement, ils sont de moins en moins fournis, ces fonds. Ben oui, mais ils ne sont pas... De toute manière, on vient d'en parler. Ou bien c'est par capitalisation, mais ça, c'est vraiment minime par rapport à l'ensemble des retraités du Maroc. Alors, quoique tous les Marocains qui sont en droit d'avoir une couverture sociale ne l'ont pas. Oui, il y a l'informel aussi. L'informel, heureusement qu'il y a l'informel parce qu'il permet de résoudre beaucoup de problèmes. Sur le plan de l'emploi, s'il n'y avait pas de secteur informel, on n'aurait pas beaucoup d'emplois aujourd'hui. Je vous le dis très franchement. Oui, mais si ces gens-là ne cotisent pas et qu'il y a la généralisation de la protection sociale... Alors, la généralisation de la protection sociale, ça, c'est une décision du gouvernement. C'est le gouvernement qui a dit, et c'est le roi Mohamed VI qui l'avait dit, aujourd'hui, nous devons couvrir l'ensemble des citoyens en âge d'être couverts
par disons, les mécanismes de protection sociale. Et ils sont en train de le faire. Et ils le font aussi pour les enfants, ils le font pour les femmes, pour les familles qui n'ont pas de revenus. Parce qu'en fait, ce qui est grave, c'est que pendant longtemps, pratiquement 30% de la population n'avait aucune couverture sociale. Alors comment voulez-vous continuer à fonctionner? Comment voulez-vous offrir aux industries cette armée de réserve sur laquelle il pourra justement s'appuyer? Mais je pense que le problème restera politique parce qu'on est toujours dans une définition de cadre de discussion politique entre les syndicats, le patronat et des fois la société civile aussi, parce qu'elle s'intègre dans ces discussions. Très bien. Alors, je voudrais revenir justement avec vous, Nabila Adel, sur cette première réunion de la commission chargée. Vous avez parlé des représentants dans cette commission. Oui. Qu'est-ce qu'elle compte? Bien sûr, il y a le gouvernement, les représentants du gouvernement, les centrales syndicales et les associations professionnelles. Alors oui, une réunion s'est tenue le 5 octobre dernier pour se concerter autour justement de cette réforme très attendue. Quels sont selon vous les scénarios et les orientations stratégiques, et est-ce que les parties prenantes pourraient trouver un terrain d'entente compte tenu des données dont nous disposons aujourd'hui et ceux dont nous ne disposons pas parce que nous n'y avons pas accès? Donc finalement, elles seront forcées de trouver un compromis parce qu'il y va de la pérennité des retraites des Marocains. Donc, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Chacun devra faire de son côté pour réformer le système. Mais aujourd'hui, le sujet est ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, la vraie réforme, on ne l'a pas encore entamée. C'est ça le sujet. Alors, quand vous dites la vraie réforme, est-ce que c'est comme ce qui se passe maintenant en France et ce que tout le monde conteste? Parlons de sujets vraiment qu'on puisse toucher concrètement, à savoir relever l'âge de la retraite, relever le taux de cotisation. Est-ce que c'est de cette réforme-là qu'il s'agit et c'est à cela que vous faites référence, Nabila Adel? Non, pas du tout. Non. Même ça, ce n'est pas une solution. Parce qu'aujourd'hui, vous relevez l'âge jusqu'à 65 ans. Mais ce n'est pas une solution. Problème, vous poussez le système de quelques années. Vous lui donnez une soupape de sécurité pour 5 ou 6 ans, 7 ans. Ensuite, le problème se pose. Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train de se filer la patate chaude d'un gouvernement à l'autre. Parce que même si vous agissez sur les paramètres de la retraite, vous n'allez pas résoudre le vrai problème qui est le rapport démographique, qui est en train de baisser. Et donc ça, c'est toute une politique démographique qu'il faut mettre en place si jamais nous voulons résoudre le problème à la base. Et ça, c'est toute une reconfiguration sociétale. Maintenant, on ne peut pas non plus imposer aux gens d'avoir plus d'enfants. C'est le taux de natalité qui a baissé au Maroc, compte tenu de plusieurs paramètres. Voilà, exactement. Mais de manière beaucoup plus réaliste, Nabila Adel, bien que effectivement ce sont les gouvernements, selon vous, qui se passent la patate chaude, quelle est la marge de manœuvre d'une réforme aujourd'hui de retraite? Si on dépasse ces deux paramètres que je citais tout à l'heure, à savoir relever l'âge de la retraite ou augmenter le taux de cotisation, bien qu'il est déjà très élevé pour les fonctionnaires, autour de 20% si je ne me trompe. 14%. Oui. Et du 14 coup, fois 2, exactement. C'est 28% pour les fonctionnaires. Bref, mais est-ce qu'il faudra peut-être penser aussi à augmenter la part de l'État dans cette cotisation et aligner cela à ce qui se passe dans le privé, employeur versus employé, la part de l'employeur ou de l'État devrait être augmentée dans les cotisations de la retraite de ses fonctionnaires? Oui, par exemple. Mais tout ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème, voilà. Qui est le déséquilibre du rapport démographique. Vous pouvez agir sur quelques paramètres par-ci, par-là, mais vous avez toujours un os devant vous. Et le problème se posera dans quelques années. Donc il n'y a pas de solution. En fait, là, comme j'ai dit tout à l'heure, nous faisons des solutions à l'intérieur du système. Parce que tout le monde tient à cette retraite par répartition qui est vouée à frapper le mur. Donc c'est ça votre scénario? En fait, c'est comme cela que vous voyez le scénario? Et non, en tout cas, ce sont des orientations peut-être à court terme, mais pas à long terme. C'est ce que vous... À long terme, ce ne sont pas des solutions. Ce sont des gouvernements qui se filent le dossier l'un à l'autre. Parce qu'à partir où le rapport démographique baisse, il continuera à baisser. Comment faire? Il viendra un moment où la réalité démographique et même biologique s'imposera à tous.
Mais c'est déjà le cas en Europe. Est-ce qu'on peut prendre on peut faire un peu de copier-coller c'est pas nouveau d'ailleurs. Non, mais l'Europe est dans une situation pire que la nôtre. Oui, ben justement, c'est pour ça que je dis ils sont déjà confrontés à cette réalité démographique que le Maroc entame à peine. Même pas de solution. Parce que le problème est dans le système lui-même de répartition. Alors, je rappelle que le système de répartition a été mis en place par Bismarck en 1883 quand l'espérance de vie était de 48 ans. Oui. OK. Aujourd'hui, nous sommes sur des espérances de vie qui dépassent les 70 ans. Et aujourd'hui, avant, on arrivait sur le marché du travail à partir de 18, 19, 20 ans. Aujourd'hui, par le prolongement des études, on arrive à 25, 26, 27 ans dans le marché du travail pour les études les plus longues. Donc, tous ces paramètres font en sorte que le marché du travail sur lequel toute la philosophie de la retraite a été constituée n'est plus celui que nous vivons actuellement. C'est un autre marché du travail. Déjà, on n'est plus sur des carrières longues. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière en 97, je rencontrais des gens qui n'ont jamais changé d'entreprise et qui ont commencé à 18 ans. Ils sont partis à la retraite à l'âge de 60 ans. Ils n'ont jamais changé d'entreprise. Ça, ce sont des perles de plus en plus rares qu'on ne trouve plus. Vous avez des carrières la personne peut commencer au privé, aller au public, faire une année d'entrepreneuriat, revenir au salariat. Donc, le mode de travail sur lequel a été construit le système de retraite a complètement changé. Et donc aujourd'hui, nous tenons vaille que vaille à cette retraite par répartition parce qu'il y a un problème politique, voire même philosophique. On tient à cette réforme par répartition. Dans un pays comme la France, il ne faut surtout pas toucher à la retraite par répartition parce que c'est un des fondements de la République. Mais c'est un système qui est par la loi de la biologie et de la démographie voué à la crise. Oui, mais en même temps, le Maroc, en tout cas le gouvernement marocain, se vante et met en avant vraiment cet aspect social. On parle de l'État social. Donc, intrinsèquement, ça implique aussi qu'il y ait ce système de répartition. Non, pas forcément. L'État social n'est pas l'équivalent du système de répartition. Non, je n'ai pas dit que c'est la même chose. Mais c'est implicitement, c'est cela. C'est-à-dire. Non, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, la question, c'est comment financer sa retraite. On peut être dans la capitalisation et financer sa retraite. À partir du moment où on a un travail stable et qu'on cotise pendant le nombre d'années qu'il faut, on va avoir sa retraite. OK. Maintenant, le problème, c'est que nous avons un lourd héritage. C'est que défaire la répartition coûtera plus cher que la réforme que nous sommes en train de faire, parce que le système est vraiment installé, il est ancré. D'accord. Avec des réserves, avec des cotisations, avec des dettes, il est vraiment ancré. Maintenant, on peut tout aussi avoir un état social, mais pas forcément avec un régime de répartition. Et c'est l'idée qu'on essaie de nous inculquer, qu'il n'y a pas de forme d'état social en dehors de la répartition. Non, on peut avoir d'autres régimes d'état social, mais aujourd'hui, la répartition est tellement installée et câblée qu'il est difficile de la débrancher. De toute façon, ça n'a pas été évoqué comme scénario possible. Hein. C'est-à-dire que toutes les réformes qui ont été avancées ici et là, côté gouvernement, côté secteur privé ou encore même les syndicats, n'ont pas parlé de changer de système. Les syndicats, ils ne vont pas en parler, c'est surtout pas les syndicats qui vont en parler. Et bien sûr, Nabil Adel, ici on vient pour en parler, pour partager ses opinions, mais aussi ses solutions et alternatives. Parce que si Khalid Ben Ali a écouté aujourd'hui ce diagnostic quand même qui est très alarmant, on se pose beaucoup de questions. Sauf que il y a eu beaucoup de diagnostics avant. Il y a eu le CESE, c'était en février 2022, qui avait publié une alerte pour accélérer la mise en œuvre de la réforme structurelle et globale du secteur des retraites au Maroc. Alors, il y a bien sûr au niveau de la réforme, sur le plan de la gouvernance, mais aussi sur le plan du financement. Alors, déjà, je pense que réforme structurelle, on a déjà évoqué les points saillants pour cette question-là. Alors, sur le plan de gouvernance, qu'est-ce qui manque ? C'est un pilotage global. Quand on parle d'une caisse unifiée, unique, est-ce que c'est cela, finalement, qui assurera la bonne gouvernance, qui va évoluer, comment introduire l'obligation de suivi ?
Alors, si vous permettez, je reviendrai quand même sur certaines données chiffrées pour pouvoir expliquer, un peu détailler ceci. Aujourd'hui, quand on parle d'un système qui était auparavant en fonction de l'espérance de vie dans les années, par exemple, 70 pour le Maroc, c'était l'assiette de cotisation, c'était le traitement de base pour les fonctionnaires. Et le traitement de base pour les fonctionnaires, même pour les hautes échelles, actuellement, c'est 3 000 dirhams, même il ne dépasse pas 3 000. Donc, toutes choses égales par ailleurs, nous avons eu des évolutions dans le futur. Aujourd'hui, on parle d'une assiette qui est le salaire et du traitement de base qui représente peu. Donc, ceci, toutes choses égales par ailleurs, le monde a changé. Là où peut-être on a raté le coche, c'est que quand on a revu à la hausse les bases de calcul des pensions, par exemple l'assiette de liquidation, on n'a pas touché en même temps les paramètres, parce que la notion de droit acquis, c'est ce qui fait mal au gouvernement. C'est la question du droit acquis. Ni les syndicats, ni les partenaires économiques ne veulent céder, ni les citoyens. Deuxième élément. C'est normal parce que le coût de la vie se renchérit aussi. Moi, je suis, parce que le grand, là, je reviens à l'idée d'El Issaoui. Quand on est en train de discuter ou bien la gouvernance ou bien la gestion, on est face à 3 facteurs. Il faut une faisabilité technique, une acceptation économique et une acceptation sociale. Il faut combiner ces 3-là. Chacun cherche ses intérêts. L'État, quand il assure le dialogue social, il est au four et moulin pour essayer de trouver le bon consensus, je ne dirais pas l'accord. Deuxième élément, quand on parle de relèvement de l'âge, le relèvement de l'âge pour moi est un faux débat. Parce que relever le... c'est un débat partout. Hein. En tout cas, pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que quand on dit relèvement de l'âge, on a tous les fonctionnaires qui réagissent. Ah, on va vieillir, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Maintenant, l'espérance de vie est, je crois, 75 ou 76 ans, c'est-à-dire la durée de vie résiduelle entre 60 ans et 17 ans. Quand on relève la cotisation, on est en train de gagner 5 années sur... C'est comme ça que c'est le raisonnement. Alors que si on laissait cette mesure option facultative, je suis sûr que les entrées tardives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrés sur le marché de 3, 27, 28 ans, ils aimeront bien continuer. La Suède, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui en Suède. C'est-à-dire la Suède, ce sont les Suédois qui ont demandé à travailler plus. Si on la met en option... C'est ce qui se passe d'habitude. Ce sont les pays où on donne les options qui sont les plus... Je ne voudrais pas... Mais je dirais que beaucoup de personnes vont la choisir. Beaucoup de gens vont dire, bon, je vais ajouter 2 années, ce sera volontaire. Quand c'est volontaire, ça passe. Maintenant, je vais passer sur un élément, ce qu'on appelle le taux de rendement interne, le TRI. Alors, la réforme de 2016 pour la CMR, de 2016 à aujourd'hui, les droits constitués sont équilibrés. Oui. Le problème vient des droits passés. Quand on parle de TRI, c'est quoi? Pour 1 dirham de cotisation, avant la réforme 2016, il se peut que ça rapporte 1,20 centimes de prestation. Alors, pour une petite échelle qui a 2000, elle va gagner 27 centimes fois 2000 pour la répartition, parce que le 1 dirham, il a cotisé. Pour une grande échelle, il va gagner, c'était une tarification inversée qui profitait aux grandes, la solidarité profitait aux grandes échelles par rapport aux petites échelles. Maintenant, pourquoi cette ténacité à la répartition? Les gens tiennent partout dans le monde parce qu'ils estiment que la cotisation, le risque qu'ils supportent, c'est le risque du marché financier. Parce que la cotisation, c'est constitué par les cotisations qu'ils sont placées en capitalisation. C'est individuel. Dans la répartition, il y a quelque chose toujours qu'on finance avec la collectivité locale. Donc, il y a cette ténacité. Deuxième chose, la réforme de 2008. Parce que les pays de l'Amérique latine, on se rappelle les années 84, le modèle chilien que la Banque mondiale prônait, les Chicago Boys, tout ce qui... Et à la fin, qu'est-ce qui en a résulté? Ça n'a pas réussi. Et 2008, les pays sud-américains, y compris l'Argentine, sont revenus vers la répartition. Maintenant, est-ce que la répartition, c'est un vrai refuge ou non? La répartition, dans le moment de risque de soutenabilité des équilibres financiers n'est pas une bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, on suppose qu'on recrute davantage en répartissant dans la situation. On a des ressources financières pour l'instant, mais le futur, on n'a pas cette certitude. Là, j'arriverai à un élément. On va distinguer, la retraite, il faut distinguer le financier de l'actuariel. Quand on parle du financier, prenons en 2021, le secteur à 270 milliards de réserves. L'investissement public 300, donc c'est une économie qui tourne. Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent 2 ou 3 années de prestations si rien n'est fait, ou 4 années. Je dis un exemple.
C'est-à-dire que sur le plan financier, on a l'ampleur de l'important, mais sur le plan actuariel, c'est peu parce qu'on a des engagements. Et une cotisation, une fois que vous utilisez, vous avez un engagement envers le régime de vous payer une prestation. Maintenant, pour la gouvernance, l'idée qu'on départ en 2004 au Maroc, c'était quoi? C'est de travailler dans un cadre de concertation, de participation, et on a prôné, on s'est orienté vers une commission tripartite, l'État, une commission nationale tripartite, le gouvernement, les partenaires sociaux et les partenaires. Donc, on a travaillé comme ça pendant 10 années. Puis par la suite, il y avait une commission technique, il y avait une commission nationale, présidée par, à l'époque, le Premier ministre, après la Constitution, le chef du gouvernement, je tiens à le préciser, parce que je suis avec un politicien. Et à partir, quand le dossier a été repris, c'est un peu dans cette logique. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait une commission unifiée de gouvernance? Est-ce qu'il faudrait une commission de régulation telle qu'il existe au niveau de l'autorité de contrôle de la CAF? Qu'est-ce qu'il faudrait au juste? C'est un grand débat. Maintenant, si on s'adresse à une structure, si on s'adresse vers, on voudrait assurer des droits, une justice et une équité pour tous les citoyens, bénéficier des paramètres techniques des régimes dans le même ordre, avoir des pensions qui ne seraient pas, des disparités pas assez importantes, il faudrait une gouvernance, je dirais, au sein d'une commission qui orienterait les orientations stratégiques. Bien évidemment, chaque caisse de retraite a son établissement public et son conseil d'administration est son organe de gouvernance. Mais il faudrait que, quand même, il y ait convergence pour une politique globale. Je dirais, un élément supplémentaire que je pourrais, c'est que si on fait, il faut bien calculer le coût du temps. Parce que quand on a une commission tripartite et qu'on a chacun qui veille à l'acceptation sociale, l'acceptation économique, l'acceptation technique et aux paramètres globaux, il y a toujours des va-et-vient. Il faudrait un dialogue social, une volonté de dialogue social chez tous les partenaires. On ne peut pas mener un dialogue social alors que dès le départ, je rejette catégoriquement ce qui serait dit. Parce que là, je considère que on est en train de toucher au droit acquis. Okay. Parce que cette notion de droit acquis, ça pose parce que c'est un grand mystère. C'est quoi? Parce que je dis, est-ce que l'âge de retraite est un droit acquis? Quand on dit la pension est servie à l'âge légal. On le fixe par la suite, mais quand la loi le change, ce n'est pas un acquis. Je vais vous faire un âge que je juge légal de départ à la retraite. D'accord. Il y a une loi qu'il faut appliquer. Donc, sur ce plan-là, même dans les expériences internationales maintenant, on assiste partout dans le monde à ce débat. En France maintenant, parce que le Covid, la crise actuellement, l'inflation, le pouvoir d'achat, aller maintenant discuter la réforme sans prendre en considération tous ces paramètres, c'est ce qui risque de bloquer. Ben oui, si on ne prend pas en considération la capacité de contribution des affiliés, là, il y a un grand question mark. Mais alors, du coup, où aller chercher l'argent? Parce que, voilà, il nous reste un petit quart d'heure, un peu moins de 15 minutes avant la fin de cette émission, et ça serait bien qu'on parle du moyen de financement de ces caisses de retraite. Le grand débat aujourd'hui doit... C'est ça, le débat. Le grand débat aujourd'hui doit se tourner. Il faut qu'on réfléchisse comme ça, parce qu'on ne peut pas mettre tout en répartition. Il faut une portion du salaire sera gérée en répartition et il faut réfléchir à développer la complémentaire. C'est ce que prévoit aussi le CESE. Je parlais tout à l'heure du Conseil économique, social et environnemental. On parle d'un régime obligatoire de base géré en répartition, d'un régime complémentaire obligatoire contributif pour les revenus supérieurs au plafond, oui, et d'un régime individuel facultatif. Voilà, c'est ce qu'il faut. Dernière précision, c'est que actuellement, la commission de réforme qui avait travaillé depuis 2004 avait mis l'extension de la couverture pour les travailleurs non salariés. Ah oui. Je crois à partir de 2020, la loi 99-15, oui, les 5,7 millions de non salariés ont le régime de retraite, ont la couverture médicale. Ça, c'est un premier acquis. Maintenant, poussons un peu le raisonnement. Oui. Si on veut aller maintenant, le financement, c'est à long terme. Ouais. Donc la retraite, ça ne se finance pas du jour au lendemain. Le problème, c'est quoi? C'est le coût de transition. Parce qu'on peut mettre une réforme, on peut l'arrêter pour le futur. Mais les droits actuels, c'est un coût de transition qu'il faudra lisser dans le temps. C'est ça la grande problématique, il faudrait trouver des solutions. Le TRI, quand on applique le taux de rendement interne, une réforme paramétrique pour baisser le taux de rendement interne, pour créer un équilibré, on touche les droits futurs.
Mais les droits passés, il faudrait maintenant trouver la solution dans le temps. Peut-être que le schéma pôle public, pôle privé pourrait être une solution. Oui, mais on demande à ce qu'il soit unifié. Donc là, vous êtes à l'encontre du scénario qui a été avancé. C'est-à-dire on parle d'un système avec pôle public et pôle privé. Il y a pôle public et pôle privé séparés. C'est l'idée et les discussions ont porté depuis des années sur ce scénario. Maintenant, passer à un seul système, ce n'est pas automatique. Il faut passer par une... Parce que sinon, on va faire quoi? Il y a une logique, parce que si maintenant on veut... Il y a un mécanisme de compensation démographique entre les populations qui exercent au privé et au public. Oui, Sidriss, je voudrais vous faire réagir peut-être par rapport à cela, par rapport aux solutions de financement. Je voudrais revenir encore une fois à ces recommandations du Conseil économique, social et environnemental, notamment sur la fiscalité. Alors, le CESE propose de consacrer 2 à 4 points de la TVA au financement de la protection sociale, y compris les régimes de retraite. Est-ce qu'on doit se tourner aujourd'hui vers des moyens de financement innovants afin de financer C'est une voie. C'est-à-dire pour dépasser ce que vous appeliez tout à l'heure le faux débat du relèvement de l'âge de la retraite. De la retraite. C'est-à-dire que l'État doit mettre la main à la poche, en gros. Non, mettre la main à la poche de cette manière, c'est-à-dire on va aller vers quoi? On va aller vers une masse de recettes qui est celle de la TVA, qui finance d'ailleurs beaucoup de choses. Oui, bien c'est-à-dire sûr. même les infrastructures. Si on veut aller sur ça, c'est possible, c'est faisable. Et les gens du Conseil économique social, c'est des gens quand même qui essaient de jouer le rôle de l'éclaireur par rapport aux problématiques qui sont posées à la société. Et au moins, c'est une taxe que paye tout le monde. C'est un impôt qui est payé par tout le monde. Un impôt indirect, voilà, absolument. Ou une maison, ça peut être. Oui, mais oui. Le jour où on voulait utiliser la TVA sur le financement disons, des collectivités locales, ça posait un grand problème. Et je pense aujourd'hui que c'est véritablement une manne intéressante de financement de ces projets-là. Pour ce qui est du financement de la retraite, je pense que ça sera une belle solution si on arrive à la faire. Parce qu'en fait, il faut que les gens, justement, qu'il y ait cette acceptabilité de cette solution, que les gens acceptent que cela se fasse. Mais de toutes les manières, puisqu'on va tirer ça des impôts, et particulièrement de la TVA, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de gros problèmes à ce niveau-là. À condition que les prix restent fixes. Parce que si les prix augmentent, là, on va suivre, parce que le hors-taxe augmente, donc la TVA augmente. Mais si les prix restent stables, je crois qu'il est... je pense. Cela dit, si les prix augmentent, la TVA augmente aussi, et les recettes de l'État dans la foulée. Ils augmentent, mais elle a les moyens pour l'État, comme elle fait actuellement. Pour le cas les prix des carburants ont augmenté, oui. Des pays ont baissé la TVA. L'État a dit non, je ne vais pas sacrifier le chantier de la protection sociale, je vais faire autrement. Donc c'est un peu des choix. Donc en gros, c'est déjà indirectement annoncé par l'exécutif. Je crois. Oui, Nabil Adel. Toujours par rapport à cette question de financement, parce que c'est là le nerf de la guerre, où trouver l'argent pour qu'on puisse bénéficier de nos retraites une fois cet âge de la retraite atteint. Alors, j'ai parlé de la consécration de 2 à 4 points de la TVA. Il y a aussi cette autre recommandation qui prévoit de revoir la politique de placement des fonds de réserve dans le cadre d'une approche unifiée en termes de finalité, d'impact, de gestion ou de contrôle, et qui favorise en particulier l'investissement de long terme. De quoi s'agit-il? C'est les fonds de pension, mais nous n'en disposons pas au Maroc. Alors juste un point pour démêler un peu les termes du débat. Alors, la retraite, ce n'est pas une question d'aide de l'État, c'est une question employeur-employé. Employé, oui. Voilà, donc ce sont ces deux partenaires qui financent les régimes de retraite. Alors, maintenant, venir mêler le contribuable à une affaire entre un employeur et un employé, c'est une injustice vis-à-vis du contribuable. Aujourd'hui, prendre une partie de la TVA qui est payée par tous les consommateurs du Maroc et payer avec un déficit d'une partie de ces Marocains qui sont des salariés, certes, mais qui ont déjà bénéficié d'un financement par les cotisations et par le travail, on est en train de mélanger les gens. Mais attendez,
Attendez, alors justement, vu que vous êtes complètement contre ce système de répartition, cela, je pense que donne du sens à ce que vous êtes en train d'exprimer, Nabila Adel, parce qu'il s'agit de répartir de manière juste et équitable toutes les impôts. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un impôt qui est payé par tout le monde. Or, effectivement, le fait d'élargir la couverture sociale à une catégorie qui ne bénéficie pas de couverture sociale, et ça aussi, ça sort de la poche du contribuable, du salarié. Maintenant, on a deux choses. On a la réforme d'un système qui est en panne. Et ça, c'est une affaire d'employeur-employé. Et les deux ont cotisé. En principe, si le modèle se tenait, on n'aurait pas dû avoir de problème si les cotisations étaient bien calculées et les prestations en face. Non, mais vous avez parlé d'un problème démographique, Nabila Adel. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors maintenant, le financement de ça ne peut pas provenir de la fiscalité générale. Selon vous. Parce que déjà. Alors, quelle est l'alternative à si, Nabil Adel? Parce que depuis tout à l'heure, vous pointez du doigt tout ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui devrait marcher, selon vous? Avec des faits et peut-être même quelque chose qui tienne la route. Juste que je finisse mon idée parce que c'est important. Non, mais parce qu'il reste peu de temps. Déjà, la fiscalité actuelle ne suffit pas. On est en déficit budgétaire. Ce que nous collectons aujourd'hui ne suffit pas les dépenses que nous encourons. Donc, on est en déficit aujourd'hui. Je pense qu'on va finir l'année à 5,7. Alors, soit on va augmenter la TVA pour financer la retraite, et qui dit augmenter la TVA dit grever le pouvoir d'achat des consommateurs. On n'a pas parlé d'augmenter la TVA, on a dit qu'on prenait 2 à 4% de la recette de la TVA pour financer. N'en mêlons pas les pinceaux, Nabil Adel, pour nos téléspectateurs non plus. Je suis en train de dire à Hadji Hassan, je disais que déjà, la TVA, la fiscalité actuelle ne suffit pas à financer toutes les dépenses. Très bien, très bien. Mais cela ne touche pas à l'augmentation de la TVA, cela n'a jamais été avancé. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, à la fin de cette émission, qu'on ait des alternatives. Parce que c'est bien beau de dire non, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Mais qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que finalement, les orientations qui ont été peut-être annoncées par les pouvoirs publics et qui seront en négociation avec les syndicats, est-ce qu'ils pourront marcher? Est-ce qu'il faudra peut-être aller voir ailleurs d'autres moyens pour mieux financer ces caisses de retraite? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de pistes de solutions en disant que tant qu'on est à l'intérieur de la répartition, on ne fait que retarder le problème. Maintenant, on peut gérer une transition où on ferait cohabiter des systèmes de répartition et des systèmes de capitalisation, pour alléger le fardeau sur la répartition et passer le flambeau à la capitalisation. Mais, encore une fois, tant que plus on tarde à organiser cette transition, plus le coût sera élevé. Maintenant, je voudrais juste dire un mot sur l'unification des caisses de retraite. Alors, en général, quand on était étudiant, on nous a appris quand on veut gérer les risques, on les diversifie, on les éclate, on les concentre. Maintenant, concentrer les caisses de retraite est une grosse aberration. Parce que si jamais on a un problème dans une retraite, le tout s'effondre. OK. Or, ce qu'il faut, c'est au lieu de concentrer, au contraire, avoir beaucoup de petites caisses de retraite, comme ça, si jamais il y a un problème, il n'y a pas un effet de diffusion. OK? Et on isole le mal. Maintenant, tout mettre, imaginez aujourd'hui mettre des caisses qui étaient malades ensemble. Ceux qui ont bonne santé va financer ceux qui ont mauvaise santé, mais jusqu'au jour où ceux qui ont bonne santé vont tomber en mauvaise santé. Dans ce cas, tout va s'effondrer. Parce que, au lieu d'éclater les risques, on les a concentrés. D'accord. Très bien. Maintenant, je peux concevoir que ma position n'est pas dans le consensus, mais aujourd'hui, quand on voit les expériences passées, il faut éclater, il ne faut pas concentrer. Quand on concentre, le moindre petit problème met en péril tout l'édifice. OK. Un dernier mot pour finir ce débat, messieurs. Alors, je dirais une chose, c'est que la réforme fiscale, il faudrait mettre en œuvre la réforme de manière globale. Parce que le nouveau modèle a, parmi les financements le Maroc de 2035, la réforme fiscale et les apports en termes de PIB. Deuxième élément, nous avons la charte
d'investissement, la transformation. Quand on fait la transformation, c'est qu'on opte vers disposer d'un tissu qui paie ses impôts. Nous avons le secteur informel qu'on vise à passer le formel à travers l'astuce de la protection sociale. Donc nous avons une refonte de l'économie. Donc la réforme, je reviens toujours à dire qu'on peut mettre maintenant une réforme. On va résoudre les droits futurs. Mais les droits passés peuvent être financés par la fiscalité. C'est dans ce sens qu'on doit y aller. Mais maintenant, répartir il y a des expériences internationales. On a opté pour un seul régime. On a bénéficié de la compensation démographique. Il y a des expériences. Maintenant, on est dans une phase où on doit trouver la solution. Diversifier les risques. Dans quelle mesure? Maintenant, c'est trop tard. Nous avons un secteur public, c'est homogène. Secteur privé, c'est homogène. Au niveau des placements, je crois que la tentative passée, c'est de financer des placements innovants, c'est-à-dire les réserves des caisses financent des hôpitaux, par exemple. L'État paie une charge locative. Oui. On en bénéficie en tant qu'infrastructure médicale. C'est un placement à long terme avec une rentabilité. Et il y a un financement. Et quand il y a la généralisation de la protection sociale, maintenant, si on prélève 1 ou 2 points de la TVA pour financer, parce qu'il y a des droits de protection pour tout le monde. Donc Absolument. Il y a aujourd'hui une nouvelle équation qui se met en place. Absolument. Merci beaucoup Khalid Ben Ali, économiste expert international. Merci Sidris Aissaoui, analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous aussi Nabil Adel, toujours passionnant d'échanger avec vous. Merci pour l'invitation. Et merci à vous pour votre fidélité à Questions d'actu. Très bonne suite des programmes.